on essaye d'organiser, mais alors on n'est pas très bon en organisation, donc c'est pour ça qu'on a Valérie et Hervé pour faire tout, presque. Sinon, ouais, on va animer un burger quiz, donc on est nouveau Alain Chabat. Et Marina Foïs. Exactement. Sur donc la prévention des cancers héréditaires et aussi sur les cancers liés au papillomavirus parce que la résiliente elle tombe pendant septembre turquoise et c'est le mois de la sensibilisation au cancer gynécologique. Donc préparez vos réponses pour gagner une Jeep Renegade. Je pense que notre action dans Kroll, c'est vraiment un prolongement de notre action au quotidien, dans l'action plutôt de médecine curative au quotidien. Et je pense qu'Émilie et moi, on est fondamentalement convaincus que la médecine va évoluer plutôt vers la médecine préventive. Et donc, ça permet de mettre un pied un peu à l'étrier et surtout de sortir un peu de notre zone de confort qui est l'hôpital et d'aller directement au contact des gens via l'association. C'est un vrai plaisir pour nous deux de s'investir dans cette démarche-là et de promouvoir la prévention qui, encore une fois, est probablement l'avenir de la médecine. On l'espère en tout cas. C'est clair. Alors, il y a plein de trucs. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Ce qui me plaît, c'est que c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. C'est le travail aussi avec les oncologues, les autres chirurgiens. Enfin, je trouve que tous les cas sont discutés avec plusieurs têtes pensantes. Donc ça, déjà, c'est hyper enrichissant. Et après, il y a la prise en charge globale des patientes qui maintenant est de plus en plus importante et surtout qui se développe de plus en plus. Et c'est bien de faire partie de ça, parce qu'à l'époque, c'était pas gagné. Et enfin, c'est une chirurgie qui est très technique et qui me plaît beaucoup. Ok. Je vais rebondir justement sur ta dernière phrase. Mais en termes de défis majeurs, c'est quoi les défis majeurs pour la prise en charge des personnes sur le cancer, sur les cancers héréditaires? Le défi majeur, c'est déjà d'amener les choses de façon adéquate, de bien prendre en compte effectivement tous les antécédents des patientes. Et après, c'est d'amener la patiente dans le parcours de soins et que ce soit le plus fluide possible pour elle. Je trouve que c'est un gros défi que toutes les choses s'enchaînent et qu'elle soit actrice en fait de sa prise en charge. Ça, c'est aussi un défi qui est hyper important parce que souvent, il y a les protocoles, il y a le rouleau compresseur en fait qui passe sur les gens, je pense. Et le défi, c'est justement qu'elles puissent être actrices et maîtres de leur santé et de leur prise en charge tout au long du parcours. Ok. Hum, Au niveau du dépistage, à quel âge c'est pertinent de se faire dépister? Le dépistage héréditaire, hein. Évidemment. Ok. Alors en fait, c'est à partir de 18 ans qu'on peut se faire dépister Ok. en France. Donc si on a des cas index dans la famille. Et on ne peut pas se faire dépister quand on est mineur. Ok. Et en règle générale, qui doit se faire dépister et comment ça marche? Alors en règle générale, c'est la personne qui a le cancer dans la famille qui se fait dépister en premier. Mhm. Et si les mutations sont retrouvées, eh bien ensuite on teste les descendants quand ils sont effectivement majeurs. Et comment ça se passe? Eh ben, pour Lyon, ça se passe globalement toujours à Bron, dans le service d'oncogénétique. Et donc, il y a une prise de sang qui permet de vérifier si on est porteur ou pas des gènes BRCA, notamment. Vaste question. Ouais, ça, c'est ça, c'est pas facile. Je suis gentleman, je vais laisser la parole à Émilie. Je sais pas si c'est être gentleman. L'évolution, c'est déjà, je pense, de faire. En fait, il y a pas que deux mutations. En fait, il n'y a pas que deux gènes responsables des cancers héréditaires. Déjà, il y a un gros travail à faire pour découvrir tous les autres gènes qui donnent ces cancers. Donc déjà,
déjà ça c'est un gros volet. Donc pouvoir dépister aussi les patients probablement plus jeunes aussi, enfin plus tôt. Plus jeune, c'est dur de faire avant 18 ans, mais un petit peu plus tôt aussi, afin de se préparer au parcours de soins. Mais bon, tout ça, ça demande bah, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de recherche, et je suis pas sûre que ce soit demain. Ouais, je pense que là, enfin, je suis d'accord avec Émilie, et je pense qu'à l'heure actuelle, euh, ce qu'il faut faire absolument, c'est sensibiliser les gens à se faire dépister. On a encore trop d'histoires de mutations génétiques connues dans la famille, et les autres apparentés ne se font pas dépister et arrivent malheureusement parfois dans des situations où la maladie est avancée, ce qui est un petit peu dommage quand on sait qu'il y a des stratégies à mettre en place. Donc, je pense qu'il y a un vrai devoir d'information, de sensibilisation, pour que les apparentés puissent avoir accès à ce dépistage, en rappelant bien que c'est une prise de sang, donc c'est un examen qui est indolore, et qui peut par contre réellement changer le parcours de soins de nombreuses patientes. Alors, dans quel cas on peut avoir accès à un test alors qu'on n'a pas de cancer? Alors actuellement en France, on peut avoir accès à un dépistage génétique uniquement si on a un parent qui présente un cancer lié à cette mutation génétique. Il n'y a pas de possibilité de demander un dépistage systématique individuel alors qu'il n'y a pas de cas dans la famille. Et alors, quelles sont les stratégies chirurgicales préventives? Alors, il y a deux options possibles. Au niveau de la prévention du cancer du sein, on peut réaliser ce qu'on appelle une mastectomie de diminution de risque. Le terme diminution de risque est à mon avis plus juste que le terme préventif ou prophylactique, puisque le risque n'est jamais de 0%. On passe d'un risque qui est de l'ordre de 65% de risque de développer un cancer du sein à un risque qui est de 1 à 2%. Cette mastectomie de diminution de risque, elle peut être proposée systématiquement aux patientes porteuses d'une mutation BRCA1 ou 2 à partir de l'âge de 30 ans. Elle peut être associée dans le même temps à une reconstruction si la patiente le désire. Pour le cancer de l'ovaire, on va parler d'annexectomie de diminution du risque, qui associe donc une ablation des trompes et des ovaires, et elle peut être proposée en général à partir de 40 ans. On peut discuter à partir de 35 ans pour les femmes présentant une mutation BRCA1, puisqu'on sait que le risque est un peu plus important de développer un cancer jeune. Et on peut aller jusqu'à 45 ans pour les patientes atteintes d'une mutation de BRCA2, puisque le risque avant 45 ans est très faible. Bien entendu, cet âge peut être modulé en fonction des antécédents dans la famille, notamment s'il y a eu un cancer très jeune. On peut avancer l'âge de l'annexectomie, en sachant que l'annexectomie va imposer à la patiente d'être en ménopause brutalement, et qu'il n'y a pas de contre-indication à l'heure actuelle pour proposer un traitement hormonal substitutif de la ménopause chez les patientes qui auraient des symptômes de la ménopause ou avant même l'âge de 45 ans, pour ne pas augmenter le risque d'accident cardiovasculaire ou le risque d'ostéoporose. Donc, au nom de l'association, on voulait vraiment vous remercier Vraiment. pour tout ce que vous faites pour nous, pour notre action. Et sans vous, on sans serait vous, rien. on Donc n'existerait vraiment, pas. continuez d'en parler, continuez de participer, de communiquer. C'est vraiment ces efforts croisés qui vont faire qu'on va avoir un impact et qu'on va vraiment changer la donne. Donc du fond du cœur et de l'ensemble de l'asso, on vous dit vraiment merci. Merci.